Bonjour à tous, nous sommes sur Fréquence Populaire et nous avons aujourd'hui la chance et l'honneur de recevoir Akram Kachi. Vous voyez avec moi Jérôme Maucourant, que vous connaissez, universitaire, basé à Lyon, spécialiste tant en économie Karl Polanyi que du Proche-Orient. Akram Kachi, vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez à Lyon 2, vous êtes syrien d'origine, vous connaissez très très bien la situation en Syrie, et ça va être le sujet aujourd'hui de cette émission géopolitique, car nous avons beaucoup d'auditeurs qui souhaitent comprendre ce qui se passe en Syrie. Il y a un peu plus d'un mois, nous avions fait un épisode de notre émission Ligne de front au moment du renversement un peu surprise pour tout le monde, du régime des Assad, le renversement de Bachar el-Assad et son départ pour la Russie, et la victoire très très rapide de cette offensive en 11 jours de Hayat Tahrir al-Sham, qui a pris Damas, et, et le changement de régime qui s'est fait de manière accélérée. Alors, on a une présentation en Occident qui est très positive, va-t-on dire, du nouveau régime. On va en discuter, on va savoir qu'est-ce qui se passe, car la vision qu'on en a ici dans les médias occidentaux est encore une fois quelque chose de positif, ça semble inclusif, c'est un renouveau, ça va être la démocratie, la paix, c'est la fin du régime des Assad, donc tout ira bien, sauf que voilà, Hayat Tahrir al-Sham a un passé, ainsi que son chef, Abu Mohamed al-Joulani, un chef djihadiste qui a officié tant à Daesh que Al-Qaïda, après avoir été un des leaders d'Al-Nosra. Bref, nous allons aborder tout cela avec vous, Akram Kachi. Moi et Jérôme, nous allons vous poser des questions. Et la première question que je voudrais vous poser, actuellement, quelle est la situation en Syrie? Est-ce que tout va bien, comme on tente de nous le suggérer, ou est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que tout simplement le régime nouveau s'est-il installé? Est-ce qu'il y a eu même une déclaration de politique générale par al-Joulani? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer de tenter, malgré la situation, elle bouge tout le temps. Il faudra actualiser permanent, d'un jour à l'autre, de semaine à l'autre. La situation, elle est relativement différente. Alors, pour répondre à votre question rapidement, on ne sait toujours pas. On est encore dans l'improvisation. On a l'impression que même le régime de Joulani qui vient d'arriver, il est surpris lui-même par la rapidité. Je ne pense pas, comme il le disait, qu'il était préparé. Ce qu'on voit, c'est une tentative d'intégrer la Syrie à une expérience d'Idlib, et d'intégrer ce qu'ils ont fait là-bas de termes économiques, gouvernement de transition, le transposer sur l'ensemble de la Syrie. Et on voit ça ne fonctionne pas. Il y a un dysfonctionnement évident à observer. Alors, aujourd'hui, M. Joulani n'a toujours pas eu un discours de victoire qui devrait s'adresser aux Syriens. Normalement, ça se fait au Parlement où on prend la chaîne de télé comme c'est l'exemple de tous les coups d'État qu'on a eu en Syrie des années 50 jusqu'à celle de Hafez al-Assad en 70. On s'adresse à la population. On annonce la mort de l'ancien régime et on dit voilà, qui nous sommes, vers quoi on va y aller, quel régime qui va s'imposer à l'ensemble des pays. À l'arrivée à Damas, Joulani va aller directement à la mosquée d'Umayyad. Il va prononcer un discours assez étonnant qui est répété en plusieurs fois, que je l'ai analysé et l'écouté, qu'il a éliminé, écarté, éloigné le danger iranien. Donc son premier message, c'est plutôt rassurer le pays de Golfe, notamment l'Arabie saoudite, que c'est devenu un axe. Mais est-ce que c'était pas ça son discours de politique générale devant la mosquée des Omeyyades, Damas? Oui, mais tout à fait. Du coup, ça contredit les gens qui nous disent il a changé, il a plutôt un raisonnement étatique de
les réformes, plus ce qu'il faisait à Idlib. Et il aurait dû complètement s'ouvrir sur admettre une réalité, et la suivante. Sa légitimité révolutionnaire, soi-disant, il est en train de récupérer tout le travail de 2011, de tous les militants et tout l'ensemble de la société syrienne qu'ils ont souffert depuis le début de 2011, en disant que c'est lui le libérateur. Donc on va insister sur les images derrière et tant mieux, le fameux prison de Sednaya qui est horrible, pour donner en forme de légitimité des libérateurs. Il sait qu'il a un problème de légitimité parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de définition de ses ministres. Et lui, il est quoi? Il est chef d'État, il est chef d'un gouvernement de transition, il est juste un ancien djihadiste rebelle. Enfin, on a vraiment dans la définition, même eux, ils ont du mal à définir cette période de transition. Au départ, ils ont dit on est là pour 3 mois pour organiser la période de transition sans savoir quels sont les modèles de transition. Celle de transition qu'il y a eu par exemple en Afrique du Sud, au Rwanda, sur une justice transitionnelle, quel est le modèle aussi sur l'effondrement de l'ancien régime qu'il y a eu en Égypte, en Tunisie, ou celle plutôt de Kadhafi. Je pense qu'on avait plutôt un scénario à la libyenne. Le pays est fragmenté, il y a encore beaucoup de groupes armés qui refusent de livrer les armes, donc l'État doit avoir, par la définition de Max Weber, le monopole de la violence. Et lui, il multiplie les appels à intégrer le nouveau armée qui est en train de le construire. Mais il y aura aussi quelque chose comme l'Irak, parce que l'armée syrienne s'est évaporée. Il a demandé à tout le monde de rentrer chez eux. On est entre 300 et 400 000 personnes, des soldats, énormément d'officiers et de sous-officiers. Ils sont licenciés. Et ils ont gardé leurs armes ou? Non, ils sont Non. partis, ils ont juste reçu, et c'est ça qui nous reste à savoir, qu'est-ce qui s'est passé la bataille de Homs. Donc Le maintenant, jour vous nous dites que on a quelque chose qui est de l'ordre de l'Irak, où l'administration, et en particulier l'armée, n'est pas reconduite de ses fonctions, mais est écartée. Et c'est on sait ça. quel chaos ça a provoqué en Irak. Donc pour le moment, on est dans cette configuration-là. C'est ça, et en même temps, en période de transition, elle se fait avec des éléments d'ancien régime. Toutes les transitions, ils ont eu lieu, c'est comme ça. Donc on est face à une situation inédite. Ils sont partis avec des habits civils et sans armes, Voilà. notamment dans... Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas toujours, il faut qu'on recontextualise et précise. Si on pense à la révolution russe d'octobre, eh bien, le nouveau régime bolchevique s'est beaucoup basé sur l'administration tsariste, puisqu'il n'y avait rien d'autre sous la main, et même beaucoup d'officiers ont servi, parfois contraints, parfois volontairement, le nouveau régime. Et même le plus terrible des régimes qui ait jamais existé, le régime nazi, bon, il y a eu un certain nombre de décapitations, d'éliminations de dirigeants, mais le gros de l'administration d'État est resté en place. Donc là, on a tout enlevé. Pour ça, la difficulté de Joulani aujourd'hui, si on prend le chiffre, ces combattants propres à HTS, ils sont entre 9 000 et 11 000. Alors, ils nous disent qu'il y a 30 000 qui sont arrivés mener cette bataille. Donc, il y a d'autres fractions, d'autres groupes d'armées avec lui qui sont arrivés d'Idlib vers Alep, Hama, Homs. Mais ce n'est pas lui qui est rentré en premier à Damas, c'est plutôt de front du Sud. On parle d'un groupe armé qui était affilié à l'ancienne armée libre, de fragments islamistes plus modérés, géré à un moment jusqu'à 2015 par les Américains. Et entre 2015 et 2017, ils tournent le fusil d'épaule, ils changent d'épaule pour être financés, organisés par les Russes. C'est un paradoxe incroyable, mais en restant sur le drapeau de Bachar al-Assad. On a ses photos, on a le drapeau de l'État, mais le Sud, il est complètement géré par une manière autonome par le groupe du Sud et son chef qui s'appelle Ahmad Oudeh. Ahmad Oudeh, il va recevoir l'ordre de monter à Damas par la proximité de Daraa, c'est à 1h30. Il va arriver avant Joulani pour le dire que vous ne partagez pas le pouvoir tout seul. Ils se sont mis d'accord, garder ses armes et intégrer le nouveau armée avec ce troupe en bloc.
Je ne vois pas comment une armée officielle d'un État, il se fabrique souvent par un recrutement des individus autour d'un récit, autour d'un drapeau, autour de nation, une vision de nation. Et là, on a quelque chose inédit. C'est des groupes qui restent en unité. Est-ce que leur appartenance est à Joulani? Est-ce que leur appartenance à l'État? Est-ce que leur idéologie plutôt à l'appartenance à qui les finance avant, la Turquie, d'autres groupes islamistes encore? C'est vraiment c'est le corps de sujet qui ramène la stabilité au pays, c'est la question de l'armée. On n'a pas une vision claire, il a du mal, euh, Joulani, parce que vu comment vous l'avez dit dans l'introduction, son ancien passé djihadiste, qui se retournait souvent contre l'État islamique, d'autres groupes armés plus modérés comme l'armée libre. Donc, ils ne leur font pas confiance. Ils savent que c'est quelqu'un qui a mis des gens en prison, qui a décapité. Et malgré, probablement personnellement, lui, il a fait le travail nécessaire de revoir sa politique extrêmement agressive à l'époque, on voit un réel changement, mais peut-être personne ne peut changer, mais pas tout un mouvement, pas tout un courant politique derrière. Donc, je ne pense pas le groupe encore, parce qu'on voit beaucoup d'exécutions, on voit beaucoup de comportements de violence et de vengeance sur des bases confessionnelles. Et l'administration de Joulani dit que c'est des actes individuels. Ce n'est pas quelque chose de programmé, systématique. Et d'ailleurs, ils disent qu'ils le refusent et ils donnent le numéro de téléphone aux notables locaux, à un imam de mosquée ou à un maire d'un village. Si vous avez des problèmes de petits groupes armés qui disent qu'ils sont affiliés à HTS, vous nous appelez, on vient régler le problème. En fait, depuis 3 mois, c'est comme ça. Il y a des comportements, ils ne sont pas massifs, hein, c'est pour dire qu'il a apporté quand même une forme de stabilité, où je pense plutôt les gens, ils sont fatigués de la guerre, ils ont envie de tourner la page de la guerre et tourner la page de Bachar al-Assad. Même ses partisans, même c'est le pro-régime, les plus fidèles à l'époque, je pense qu'ils sont vraiment contents d'être libérés enfin d'un poids, parce que ces dernières 3 ans, c'était plus du tout possible de continuer avec Bachar al-Assad, pour multiples raisons qu'on pourrait revenir là-dessus et développer. Mais aujourd'hui, le grand défi de ce nouveau régime, d'abord la sécurité. Et là, il a du mal, par exemple, en négociation avec les Kurdes. Euh, on reviendra, parce que c'est vraiment très important de prendre le temps de la question kurde, qu'ils essayent d'avoir leur autonomie et l'autogestion qui est déjà en avance, qu'ils ont déjà une forme d'institutionnalisation très poussée, pas aussi comparable à ce qu'ils ont fait à Idlib, sans qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont une expérience probablement très proche dans la gestion d'un foyer, d'un fief, c'est qu'il y a un gouvernement de transition à Rojava, avec des questions, des défis, pareil, économiques, sécuritaires, politiques, etc. Donc, le défi aujourd'hui, d'abord, je termine juste d'abord la sécurité, d'apporter la stabilité au pays. C'est encore très compliqué. La deuxième, annoncer un calendrier d'agenda de transition clair, et on est toujours en flou parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, la conférence nationale promise par le Joulani, il va avoir lieu et sur quelle forme, qui sont les invitations, qui sont les préparations, etc. Ça ressemble absolument pas à un autre scénario de transition. Lui, au départ, il a dit ça sera très rapide, on va écrire une constitution et on va faire des élections. Mais après, il a multiplié l'intervention pour dire ça sera dans 3, 4 ans probablement, parce que vous savez, écrire une constitution, c'est long. Au moins, nous, on le demande, la société civile le demande, faire des déclarations institutionnelles claires, au moins les grandes lignes sur quoi on va y aller. Et la dernière défi, et je m'arrête là, c'est l'économique. Aujourd'hui, le pays est fragmenté, le pays est sur des sanctions américaines et des destructions de la guerre, se superpose avec multiples dynamiques, à la fois régionales, locales, et des dynamiques aussi liées à l'économie de guerre. Comment il va récupérer pour l'État de revenus. Alors, on voit très bien qu'il libère l'économie un peu plus, ouvrir les frontières avec la Turquie, des marchandises qui arrivent sans taxation, donc il se prive lui-même d'une taxe, et il aura du mal à récupérer le pétrole qui est géré aujourd'hui par Rojava et par l'administration américaine et kurde, même si, imaginons, il a une part de 50%, c'est ce qui est proposé par les Kurdes, de ces pétroles-là,
c'est un goutte d'eau, les défis sont énormes. Et la Turquie, le Qatar, pour le moment, il y a un soutien financier, mais est-ce qu'il est éternel? Et c'est là la grande question. Oui, Akram, tu es l'auteur d'un bel article paru dans la revue Actuelle Marque sur la Syrie, une nation entre imaginaire et réalité. Tu as également écrit une thèse de doctorat sur l'économie de la guerre civile. Par conséquent, la question que je vais te poser, c'est en réalité une question historienne, c'est-à-dire comment en est-on venu là? Comment expliquer cet impensable, l'effondrement d'un régime qui était le cœur du nationalisme arabe, on peut dire ça quand même, hein. Alors qu'il soit laïque ou non, on peut discuter à l'infini, mais on voit bien que ce n'était pas un régime islamiste, quoi qu'il en soit. Donc, c'est un événement qui, non seulement la prise de pouvoir par HTS ébranle la région, est une rupture majeure pour ce pays, mais également pour quelque chose de plus vaste qu'on a appelé le nationalisme arabe. Alors, pourquoi? Comment on en est venu là? Et je pense que répondre à cette question est important parce qu'on peut se demander si les premiers actes d'HTS ne vont pas reproduire ce qui a causé la chute de Bachar al-Assad. Donc, voilà ma question. Oui, merci beaucoup pour ta question, Jérôme. En effet, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comment la Syrie est devenue un point chaud de conflit, il faut comprendre avant 2011. Si on remonte très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, les années 50, la Syrie, elle va vivre un paradoxe, à la fois une expérience d'une démocratie, c'est l'âge d'or de la démocratie syrienne, c'est la société de cités, hein, de grandes villes, Damas et Alep et Homs, qui vont produire l'élite, souvent de l'ancienne bourgeoisie, qu'ils ont négocié l'indépendance avec la France. Ce bourgeoisie confronté très rapidement en 2000, en 47 et 48 après l'indépendance, à la création d'État d'Israël et perdent la Première Guerre. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas réussi à conserver l'unité et la souveraineté et perdent en partie de la Syrie, accusés par de chefs militaires montants de périphérie qui ont intégré l'armée, qui sont responsables de cet échec. Mal négocié aussi la transition avec la France, on a perdu le Saint-Jacques d'Alexandrette, beaucoup de choses comme ça, reprochées à la bourgeoisie. Et aussi, ils n'ont pas fait les réformes agraires nécessaires pour rassurer la population. Là, on avait déjà une montée de discours dans une forme de populisme, mais aussi basé sur une vision socialiste, des partis basses et des partis, qui s'appellent les partis socialistes arabes. Le rapprochement entre les deux, ça veut dire entre Michel Aflaq et Akram el-Hourani, c'est pour l'histoire, va construire ce discours de panarabisme généralisé après, le bas qui va reprendre notamment Hafez al-Assad, il est la suivante. D'abord, l'unité des pays arabes, rêvée, et ensuite, un socialisme pour un mode d'économie, conduit à des réformes agraires et surtout de nationalisme, toute activité économique. Donc, par les biais de nationalisme, ils vont avoir le monopole à la fois de la violence, un deuxième monopole économique, et en plus idéologique, parce que c'est interdit à un autre parti, inscrit dans la Constitution, article numéro 8, le Bas, c'est le seul parti unique qui contrôle, qui gouverne la société syrienne. D'ailleurs, pour la première manifestation en 2011, la première demande des manifestants, c'était d'abolir l'article numéro 8 qui permet d'accéder à un multipartisme. Les années donc 60, c'est l'arrivée de Baas. Il y a une lutte interne entre branches de gauche et branches de droite à l'intérieur du parti. Donc, les deux figures, c'est Hafez al-Assad qui est proche de la bourgeoisie, qui veut vers une forme de retour vers une forme de privatisation. Et l'aile plus de gauche, c'est de Sol de Salah Jdid, qui était écarté, malheureusement, mort en prison à la fin, début des années 90. Cette période est une période de trouble. Assad accède au pouvoir, il centralise, l'État est centralisé, fort, qui copie le modèle aussi de Nasser, qui laisse
derrière cette union entre la Syrie et l'Égypte des instruments très puissants, notamment les services de renseignement. Et cette idée aussi de recopier le modèle de Nasser, ça veut dire qu'il faut un homme fort, un souverain qui est modèle aussi de Kemal Atatürk. Donc c'est une période qui domine les pays du Sud, ces années 60, lutte anti-impérialisme, et en plus il y a une guerre à la porte. Donc l'armée est vue, sa place, comme un locomotive qui tire le pays vers le haut, parce qu'il est organisé, il a des matériels modernes, il intègre beaucoup de monde. L'État, elle va se multiplier sa taille par 4 ou 5, ça veut dire on passe de 60 000 soldats à 400 000. Ce qui fait que l'appareil étatique, il y a beaucoup de chômage masqué, il est énorme, donc il produit une forme de clientélisme, en forme de cette période-là connue par un capitalisme étatique. À l'effondrement rapidement des années 90, où il n'y a plus de soutien russe, plutôt l'ancien soviétique pour le régime, Assad, il était fort obligé de constater l'échec de s'appuyer sur eux. Il est allé voir Gorbatchev 3 fois pour être rassuré. Au bout de 3 mois, il voulait vraiment être sûr qu'il y a toujours le soutien russe. Ça s'est fini par le chute de mer de Berlin, obligé de négocier la paix avec Israël et aussi d'ouverture économique. Il va avoir le loi numéro 10 qui permet à l'investissement étranger, mais aussi cette période marquée aussi par une guerre civile avec les frères musulmans, c'est le rival de l'islam politique le plus qui tenait à l'époque la rue et qui tenait aussi à un changement de régime par la violence. Pourquoi cette dynamique est si importante? Parce qu'on a l'impression que c'est en train de se reproduire à nouveau. Mais juste un petit rappel de la période de transition vers Bachar al-Assad. Il prend le pouvoir le moment où il y a le 11 septembre, et en 2003, les Américains ils vont attaquer l'Irak. Donc, il va être un peu plus crispé, mais il va conduire aussi une politique néolibérale inédite pour la Syrie, où l'inégalité de richesse arrive à un niveau vraiment, et je pèse mes mots, inédit. On n'a jamais connu ça à l'époque de Père. Il y avait encore, on peut dire en forme, un contrat social, une forme de... Même il n'est pas écrit, même il n'est pas connu comme contrat social à l'allemande ou à la Suède, mais en tout cas, il y avait un service gratuit d'éducation, santé, etc. La politique néolibérale de Bachar al-Assad, c'est réduire la taille de l'État, de l'arrêt de subvention, il applique les recommandations des FMI. C'était désastreux, notamment pour la classe moyenne, comme je disais, qu'il y a plus de richesses, plus d'inégalités, et il devient de plus en plus néo-patrimonial, renfermé autour de la famille. C'est pas quelque chose de confessionnel, parce que toute communauté confondue en Syrie, ils vont profiter d'un système de clientélisme et d'une corruption. Ce que, dans tes articles, tu l'as appelé une forme de capitalisme politique. C'est-à-dire, on obtient des contrats parce qu'on a une proximité avec le pouvoir. Il va, pour résumer rapidement, il va scier la branche sur laquelle il était assis. La base populaire de l'époque de Père, ou le Baas des années 60, ça veut dire les périphéries, c'est lesquels qui sont arrivés, ces gens bassistes, c'est-à-dire les paysans. Assad, c'était le premier paysan qui arrive au pouvoir, avant de le voir Kamalawi, il faut voir la classe sociale. Avec lui, notamment, un grand parti de plateau de Horan, ça veut dire Dara, où il y a le vice-président, le chef de sécurité, le chef militaire, ils sont tous de cette zone-là, de Deir ez-Zor, de Idlib notamment, où il y avait un foyer de base. Donc, ces jeunes générations arrivent par l'armée, ils veulent leur part des gâteaux, ils pensent que c'est leur revanche contre le centre. Aujourd'hui, on est en train de vivre exactement la même dynamique. En 2010, Bachar al-Assad, en 2011, est extrêmement loin de ses bases. D'ailleurs, tous les fruits de croissance tombent sur une poignée d'hommes à Damas et Alep. Il n'a pas vu, il y a des villes qui sont marginalisées, qui souffrent de sécheresse, ils souffrent aussi de manque d'investissement étatique, notamment Idlib et Deir ez-Zor, ces pays qui sont relativement riches, notamment celles où le pétrole, ils ne bénéficient absolument pas de retombées de leur richesse de sol. Il y a le blé, le coton, des produits stratégiques, etc. On a un phénomène nouveau, et c'est là où une partie de ma thèse qui est
qui regroupe ce travail. Il y a un nouveau centre, périphérie autour de grandes villes qui apparaissent, c'est les quartiers informels. C'est nouveau en Syrie. En Égypte, c'était le cas depuis les années 70. L'ouverture économique a démarré en Égypte en premier lieu dans le monde arabe, où ils ont payé par une révolution à la fin des années 70, révolution de pain. Ils ont augmenté le prix du pain très rapidement et que les gens ils sont allés très rapidement dans la rue. Mais en tout cas, ce nouveau phénomène de conflit social, de pauvreté, mais en même temps de marginalisation autour de grandes villes, notamment Alep et Damas, très rapidement, dans le Ghouta oriental, ces hommes, ils vont prendre les armes en 2011. Donc, il y a une dynamique révolutionnaire de ville pour la démocratie, pour le droit de l'homme, société civile pacifique, mais en même temps, il y a une dynamique. Ce régime, par sa nature néopatrimoniale, par sa nature de prédation, elle tombera que par la force. Donc, on a deux logiques qui se sont confrontées très rapidement au sein de l'opposition. Moi, mon témoignage, je pourrais l'apporter qu'il y avait une troisième voie qui était possible entre les islamistes, entre les armements, entre le chaos, entre le régime et la société. C'est une troisième voie qui voulait vraiment... d'ailleurs, il est organisé, il a fait une première conférence par des hommes très courageux. Ils ont décidé autour de Damas de tenir la première conférence malgré le risque des arrestations. On connaît quelques noms comme Arif Dalila, Samir Al-Aïta et quelques parties de l'ancien gauche des années 70 et même des éléments d'islam modéré qui se rejoignent et surtout de communautés de coordination de jeunes révolutionnaires. Ils ont fait une conférence pour dire on propose une transition conduite par Bachar al-Assad, que lui il est garant à des élections libres, etc. De côté de l'opposition, c'est la branche armée qui ont emporté, c'est le Conseil national qui est né à Paris pour recopier le modèle libyen. On demande l'intervention étrangère et on tombe le régime très rapidement. De côté régime, il y avait une voix qui disait, notamment sur un vice-président, il faut un dialogue national. Donc il y a eu une première conférence dans un hôtel à Damas, et on a l'impression que c'est plutôt l'élément de sécurité qu'on envoie de l'armée qui a gagné. Et là où ce troisième voie, elle est complètement écartée, malheureusement, on trouve aujourd'hui dans la même situation. Donc on reprend la comparaison, on a le Joulani qui vient des périphéries, lui-même il est d'un petit village autour de Damas vers le plateau de Golan. C'est un petit village et aujourd'hui il est occupé par Israël, il y a des colonies qui vont s'installer. C'est malheureux à dire pour quelqu'un qui porte le nom de Joulan. Joulani vient son nom de là. Et des gens de périphérie autour de Idlib, le centre-ville d'Idlib, d'Alep et de Damas, ils ne se sont pas révoltés en 2011. C'est des villes qui étaient prises par la force des armes, en disant on va leur révolutionner. Ça va être des villes libres et on va exécuter en forme de tentative d'autogestion. Alors, l'autogestion entre 2011 et jusqu'à l'arrivée de Joulani 17 à Idlib, elle était chaotique par d'improvisation, tentative de changement de main entre l'État islamique, retour vers Jabhat al-Nasra, l'armée libre modérée, entre guillemets, était complètement écartée. Mais on a une naissance d'une économie de guerre, une naissance aussi de fragmentation des pays. On a compté en 2013-2015 1200 groupes armés. C'est énorme. Et cette fragmentation, Joulani, elle a compris qu'il fallait tenter unifier, faire quelque chose de plus ou moins homogène, par la force parfois, par écarter ses opposants, et par aussi un travail à Idlib qui revoit en forme de pragmatisme politique. Alors, ce qu'il a changé réellement ou pas, c'est pas ce qu'il importe. En tout cas, l'expérience, plus ou moins, elle est devenue une force avec une capacité de nuisance. On le prend en compte, comme le Taliban en Afghanistan. On est obligé de négocier avec lui pour des raisons de sécurité. On a besoin parfois de localiser un djihadiste. Les Américains, ils ont collaboré avec lui, les Français, les Turcs surtout. Alors, pour relativiser comment on est arrivé là, pour relativiser l'expérience d'Idlib, Joulani n'a pas géré à l'époque, pendant toutes ces années-là, le 2-3 millions de réfugiés syriens déplacés internes, parce que c'est les organisations internationales qui en ont pris en charge.
Donc lui, il a un appareil, entre guillemets, étatique très réduit, hein. C'est 7 à 8 000 personnes qui gèrent l'ensemble d'Idlib, c'est très peu. Entre policiers, conseil municipal, quelques ingénieurs, etc. Mais il a gardé le monopole aussi, le monopole des choses qui apportent énormément d'argent, notamment le checkpoint entre lui et Turquie, celle qui s'appelle Bab el-Hawa. Alors, il n'a pas reproduit exactement le système de prédation de celle de Bachar al-Assad, mais il a gardé aussi le monopole des choses importantes. Il a un énorme appareil de sécurité. Il y a des arrestations, il y a des manifestations contre lui. Malgré Idlib, c'est déjà différent de la Syrie. C'est une région conservatrice où ils auraient pu accepter en forme de conservatrice. Il a gardé aussi le ministre de la Justice, non? Shahidi Al-Waizi. De l'ancien régime? Non, je parle non, du ministre d'Idlib. de Le ministre d'Idlib. Al-Joulani a gardé ce qu'on peut appeler ministre de la Justice. En tout cas, c'est comme ça, c'est à ce titre qu'il a été nommé. D'ailleurs, lui-même, enfin, ils sont tous sans casier judiciaire vierge, hein. Ils ont tous sur des listes de terroristes recherchés, demandés. C'est là où la grande question, comment on a permis à un groupe qui a un passé pareil, arriver à un grand pays, à Damas. Alors, on a des éléments de réponse. Pourquoi les Russes, ils n'ont pas réussi à s'imposer, les Iraniens. Il y a une longue discussion à mener autour de ce modèle. On le mettra en encart, mais au moment où il prend le pouvoir, Al-Joulani, à Damas, et pendant encore 2 semaines, il me semble, il était toujours officiellement recherché par le secrétariat d'État américain comme terroriste dans la top liste des 10 plus dangereux et pour lequel on donnait 10 millions de dollars pour sa capture. Si je peux me permettre d'en revenir à la question que j'ai posée à l'origine, si j'entends bien ta réponse, donc, qui s'est faite sur plusieurs plans, hein, économiques, historiques et politiques, on peut dire que si on t'a bien compris, tu récuses l'explication confessionnelle. Alors, je me permets d'insister sur ce sujet parce qu'en général, dans les médias dominants, on explique que la majorité sunnite était opprimée par une minorité alawite et qu'au fond, ce qui se passe, c'est une libération parce que la majorité va retrouver ses droits, en quelque sorte, opprimée qu'elle était par un petit nombre. Donc, si on t'entend bien, mais évidemment, tu développeras ton argumentation, la vérité, c'était pas ça, hein, c'est que la Syrie parlementaire s'est effondrée du fait qu'elle n'était pas inclusive justement par rapport à ses périphéries. Les Alaouites étaient des paysans, d'abord et avant tout. Effectivement, et des paysans pauvres. Bon. L'erreur, effectivement, de Bachar al-Assad, c'est d'avoir tenté une expérience néolibérale à marche forcée qui s'est écroulée. Et d'ailleurs, en même temps qu'il faisait ça, les institutions traditionnelles du Bas et de l'État étaient dévitalisées. Bon. Alors, et si je ne me trompe pas, Jérôme, peut-être vous pourrez répondre aussi à ça, Akram, il n'a pas beaucoup écouté les conseils du Kremlin et des Russes, qui visiblement étaient très agacés du manque de réformes au sein de l'armée ou même dans la gestion de l'économie et de l'État. Oui, c'est possible qu'il n'écoutait que lui-même et un petit cercle, Akram nous dira. Mais la question que je voulais poser, quand on sait finalement l'impact assez désastreux de ces mesures qui ont été prises, en gros, à la fin des années 2000, milieu des années 2000, est-ce que ce n'est pas surprenant quand même de voir Joulani qui, d'une certaine façon, reprend et même accentue ce genre de choses. C'est-à-dire, ce que tu expliques par rapport à la Turquie est très étonnant. Toi-même, dans ton travail, tu insistes sur l'effet déstabilisant de l'ouverture de la Syrie aux marchandises turques. Ce que propose Joulani, c'est en fait d'accentuer encore ce mouvement. Alors, certes, l'idéologie du libre-échange, eh bien, nous savons qu'elle est très prisée en Occident, mais au fond, est-ce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de très indicatif du manque de formation, du manque d'épaisseur de ces nouveaux dirigeants qui viennent, comme le rappelle Georgi, du terrorisme, essentiellement, dont c'était
la principale qualité. C'est quand même un étonnement que de voir cela. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de reproduire ce que Bachar a fait, au fond, et même en pire, à certains égards? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs questions dans ta question, Jérôme. Mais s'il voulait provoquer une révolution contre lui, il ne se prendrait pas autrement parce que le premier jour de son arrivée, il libère le prix du pain, qui est extrêmement subventionné et qu'il passe de 100 livres à 4 000, 8 000, ça dépend de la boulangerie. C'était un choc pour les gens. Surtout, on ne touche pas au pain. On peut imaginer le produit de luxe comme les voitures, le taxer, ça c'est normal. Mais en même temps, en 2006, l'exemple qu'on peut citer, Bachar al-Assad va signer un accord de libre-échange avec la Turquie qui va le coûter extrêmement cher. L'économie turque est beaucoup plus forte par des investissements étrangers, par des grandes marques. L'économie syrienne n'a pas pu résister. Il était envahi par le produit turc. Alors, ça a complètement été fini par faire mourir les ateliers de fabrication des textiles syriens qui étaient extrêmement connus parce qu'on a le coton, on a les filatures, mais on a surtout de production de qualité. À Alep, à Damas, etc., on a un chômage massif qui s'est déclenché parce que tous ces ateliers, ils se sont finis par être fermés. Et encore une fois, c'est eux qui ont pris les armes, hein, des Amalka, autour d'Alep, autour de Damas, ils ont payé le prix très cher. Donc là, on a encore aujourd'hui des produits turcs où les gens, ils n'ont pas un pouvoir d'achat pour les acheter. C'est des produits de bas de qualité, mais ils sont envahis. Et le paradoxe, Joulani, la première semaine, il avait une liste des hommes d'affaires qui allaient, je ne sais pas comment il a réussi à l'obtenir, d'aller les voir un par un dans leur atelier en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous pour redémarrer vos activités économiques? Parce que le défi, c'est faire redémarrer l'économie. C'est comme ça qu'on soutient les livres syriens, c'est comme ça qu'on soutient l'économie. Qui est en production, il y a une activité. Et aussi, pour taxer les activités, l'État, il a de revenus. Et ces hommes, ils l'ont présenté un plan, notamment sur la question d'énergie. Il n'y a pas d'électricité en Syrie. Une demi-heure par jour, 2-3 heures par jour, ça ne permet pas une production. Et le prix, si le prix de l'énergie est extrêmement élevé, on ne serait pas compétitif. C'est-à-dire, si on a un salaire de $20 par mois et l'électricité nous coûte $100, sans penser à les loyers aussi $100, comment les gens ils vont faire? C'est vraiment il y a quelque chose de paradoxal. Il leur a dit, vous inquiétez pas, il y a des investissements, notamment sur l'électricité, qui viendra du Qatar, mais c'est prendre ses désirs pour des réalités, pour des raisons. Le lendemain, va libérer les taxes douanières sur le produit qui vient de la Turquie. Donc, l'industrie syrienne, ils ne sont pas du tout compris ces gestes-là, cet acte. Et la deuxième, c'est que le Qatar et la Turquie, qu'ils ont promis de retour de l'électricité, c'est long, c'est de l'investissement sur long terme. Ça prendra 1 an, 2 ou 3 ans. Donc, on a des promesses extrêmement populaires, populistes même, qui promettent très rapidement de succès pour gagner le sentiment des gens avec des discours de généralité, de politique générale, tolérant avec les minorités, mais vous allez voir, la Syrie, elle va être le meilleur pays du monde au très peu de temps. Ils multiplient des caresses dans le sens de poil des anciens corrompus de régime qui ont fait fortune pendant l'économie de guerre, en trafic des armes, etc. Je peux citer Mohamed Hamchou, qui est le beau-frère de Bachar al-Assad, de Maher al-Assad, pardon. On peut citer Samer Foz, c'est des hommes d'affaires connus par les Syriens par leur corruption, c'est comme Rami Makhlouf, hein, le célèbre, pour réintégrer le régime, notamment le Dardari, un ancien ministre de 2000 à 2006 de Bachar al-Assad, qui est à l'origine du désastre politique néolibéral. C'est lui l'architecte. Et Joulani va leur accorder des entretiens en disant vous pouvez revenir et intégrer le nouveau pouvoir. Tout ça, c'est improvisation. Encore une fois, on a l'impression, comme tu disais, un manque d'épaisseur, mais surtout un manque de compétences, et surtout un refus d'élargir, dans cette période cruciale, intégrer des anciens de régime. On ne dit pas qu'il faut aller chercher celles qui ont donné des ordres d'exécution. Ceux-là, il faut les juger. C'est des criminels de guerre. Mais un directeur de banque centrale que je connais, qui a fait l'ENA en France, qui était écarté par Bachar al-Assad parce que l'autonomie, c'est un voie intéressant, parce que c'est quelqu'un de très compétent. Il est écarté. Et ce monsieur, il multiplie l'intervention de Red Dram pour dire
Écoutez juste nos conseils. On ne veut pas de poste, mais la direction laquelle vous êtes en train d'y aller, ça ramène à une tension sociale. Les gens, ils sont fatigués de la guerre, certes, ils sont affamés. C'est pour ça qu'ils ne se révoltent pas aujourd'hui, mais on n'est pas à l'abri si ça continue comme ça, notamment par la majorité dans les régions côtières de l'Latakia et des Tartous. Elle est traitée différemment de le reste de la Syrie. Et ça, j'aimerais bien vraiment revenir sur ça. Akram, si je me permets, justement sur cette question et la manière dont vous l'abordez, vous êtes récemment passé, il y a un peu plus de 2 semaines, sur Radio France, dans une émission portant sur l'économie de la Syrie et comment la rebâtir. Et ça n'a pas été si simple quand vous avez commencé à exprimer ce que vous nous exprimez ici. Parce que ça allait un peu à l'encontre de l'image sucrée que l'on a de ce qui se passe actuellement en Syrie. Oui, oui, tout à fait. Et encore, chaque région a un traitement différent par le Joulani. Il permet à Soueda, qui est une forte minorité druze, garder leur autonomie. Ils pourraient, au bout d'une semaine, ou même, je dirais, une demi-journée, parce qu'ils sont armés, mais pas des armes lourdes, euh, aller désarmer tout le monde. Mais il leur a promis de maintenir leur autonomie. Le Sud, c'est pareil, le Kurde, etc. Alors, la région de Latakia, on a l'impression qu'ils sont pris en otage aujourd'hui, à négocier sur une répression sévère de vengeance. On a de plusieurs millions de personnes. D'ailleurs, on ne parle pas, le moment qu'il est arrivé à Homs à Damas, il y a une vague de déplacements internes des gens qui sont commencés à quitter la Syrie, à quitter les régions pour monter vers Latakia et Tartous. On estime le nombre entre 300 000 et 400 000. Parmi eux, ils ont franchi les frontières pour aller au Liban. Au même moment qu'il y avait de retour de certains Syriens qui étaient au Liban depuis longtemps. Donc tout ça, c'est à regarder à la loupe et en détail. Ces zones-là, il y a des listes des arrestations. On rentre dans les maisons, dans le village, sans qu'il y ait un vrai, clairement, une justice transitionnelle. On ne sait pas qui sont les Alors, avocats. Il y en a. pour comprendre ce dont on parle, parce que malheureusement, tout le monde n'est, c'est comme ça, tout le monde n'est pas spécialiste de la Syrie comme vous deux. On va mettre une carte sur la situation avant la prise de pouvoir. Vous abordez, Akram et Jérôme, la situation en Syrie. Alors, tout le monde ne la connaît pas aussi bien que vous. Juste pour rappel, on met cette carte. Ça c'est la situation juste avant la prise du pouvoir par Al-Julani et Ayat Tahrir al-Sham. Donc on a un gros morceau contrôlé par le régime syrien de Bachar el-Assad. On a une poche au nord, nord-ouest, Idlib, qui était d'où vient Al-Julani et Ayat Tahrir al-Sham, qui était soutenu par la Turquie. On a un morceau en dessous de Palmyre, où on a des rebelles, entre autres qui étaient soutenus par les États-Unis, on en a parlé tout à l'heure. On a des morceaux de l'État islamique au sud des Rézors. Et on a un bon gros tiers, disons, de la Syrie, donc au nord-est plutôt, contrôlé par les Kurdes. C'est là qu'on a les Kurdes du Rojava. Et on a cette autre. C'est là que se trouve autour des gisements pétrolifères du Roumeïlan, si je prononce bien. C'est ça. Les gros gisements pétrolifères en zone kurde qui attirent beaucoup de convoitises, en particulier turques, et qui là sont qui étaient sous contrôle, jusqu'à maintenant, il me semble toujours sous contrôle, des Américains. Sur la côte, au nord du Liban et au sud de la Turquie, on a le port de Tarsus, on a la ville de Latakia, c'est la zone plus alawite, donc le port de Tartus pardon, et la ville de l'aéroport militaire de Latakia sous contrôle russe. Est-ce que le nouveau régime, comme ça nous l'est présenté,
a réussi à unifier tout cela, ou alors il y a toujours, eh bien, l'État islamique qui a ses petits morceaux, Israël qui s'est étendu apparemment de sa position déjà du Golan qu'elle occupe depuis 1967, mais qu'il a encore étendu. Est-ce que ça s'est unifié ou alors en fait, finalement, pas grand-chose a bougé dans ces rapports de force à part que Idlib contrôle, enfin ceux qui étaient à Idlib sont maintenant à Damas. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question parce que ce sur fragmentation que vous venez de faire, ou ce scénario, que le Rojava, où il y a les Américains, il y avait le Russe et les Iraniens qui se sont retirés, la seule chose qui est en train de faire le Joulani, c'est renforcer son pouvoir. C'est de confisquer le pouvoir. Tous les jours, il y a des nominations étonnantes. Il commence par nommer les chefs militaires qui sont des anciens djihadistes. Très vite, ils sont devenus des généraux ou des capitaines. Alors, ils n'ont pas fait de service militaire ni d'école militaire. Alors, ils nous expliquent, dans ces périodes-là, on compte sur des gens proches. Moi, j'appellerais ça partage des gâteaux pour des gens fidèles. Et la nomination sur le 12e parti, c'est entre guillemets les ministres, c'est des gens de Idlib. La deuxième couche, c'est plutôt le haut fonctionnaire de l'État qui touche les juges, les enseignants, toutes les nominations qui permettent à la modèle qu'on a vu chez Morsi en Égypte dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, en disant qu'on prend le temps vraiment de s'installer. Donc on n'a pas l'impression dans leur préoccupation maintenant de la question de grignotage d'Israël sur le plateau de Golan ou de changement de main des Iraniens vers le Turc. La Turquie, elle est non seulement présente, mais aujourd'hui, les entreprises turques spécialistes de construction, notamment pour la reconstruction de la Syrie sur long terme, ça va être des contrats sur 10-20 ans, ça nous fait penser à le modèle qu'il y a eu en Kurdistan d'Irak. Il y a un rapprochement entre les Turcs et le Kurdistan sur la question de reconstruction. C'est des hommes d'affaires proches d'Erdogan qui sont sur le marché syrien aujourd'hui. Donc, le renforcement de pouvoir, ça nous fait dire soit maintenant, en urgence, il faut que la société civile s'organise, appuyée par l'Europe, les États-Unis, pour maintenir la pression sur ce régime. On a l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, on le paiera dans 10-20 ans. Sur les bases lesquelles le régime est en train de construire, soit on arrive à négocier une marge de manœuvre vers plus de liberté, plus d'ouvrir le champ de politique vers les sociétés civiles. Ce que j'appelle les sociétés civiles, c'est pas les ONG qui ont travaillé avec lui à Idlib, c'est plutôt renforcer les syndicats et accepter la naissance des partis politiques. Et ça, maintenant, je peux observer à Latakia, à Damas, à Homs, des réunions, énormément de partis politiques qui demandent d'être légalisés, mais ils ne savent pas sur quelle loi. Il y a beaucoup d'associations, notamment de syndicalisme autour de féminisme ou des questions liées aux travailleurs, des ouvriers, etc. Ils sont en train de se rassembler. Il y a une plateforme qui est née à l'Attaqué, qui a eu une conférence à Damas et à Homs, qui s'appelle la plateforme de démocratisation. C'est prometteur, c'est vraiment des anciens du genre de gauche, je connais personnellement quelques noms, et avec d'autres forces de la société syrienne. Alors lui, il veut négocier directement avec quelque chose bien avant l'État moderne, c'est le notable, un imam de mosquée, et c'est ce qui renvoie à la question de Jérôme, qui va renforcer, qui va, pendant la période de 2010 à 2024, il y a une fracture confessionnelle, il faut l'admettre, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, j'expliquerai les dynamiques tout à l'heure, mais là, lui, il va l'institutionnaliser. Ça veut dire, à partir du moment où vous avez un notable, on ne sait pas par quel biais, qu'il n'était pas élu, ou ni un imam de mosquée, qui va dire, je représente les Alaouites dans telle région, sans savoir comment il s'est imposé, on aura ce monsieur pendant plusieurs décennies, comme c'est le cas au Liban. Et il va dire, moi, je suis l'intermédiaire entre l'État et ma communauté, donc il fera tout, c'est pour ça la dynamique confessionnelle est la suivante, il est pour moi une relation politique. C'est pas quelque chose essentiel et essentialiste, c'est pas quelque chose d'origine.
C'est ces mécanismes-là qui va l'institutionnaliser. Je m'explique. Si un homme, deux fois, ou un notable, qui dit je suis l'intermédiaire, il fera tout pour affaiblir la naissance d'un État, et il va affaiblir la naissance d'une nation. Parce que la nation, il est contre lui, et l'État, il est contre lui. Oui, bien sûr, c'est logique. Oui. Et donc, c'est anti-liberté religieuse même. Donc, ça veut dire, je suis né dans telle communauté, je suis condamné à vie, malgré que je suis athée ou laïque, être malgré moi un chrétien. Parce que le chef d'église, il va me présenter, parler. Donc, je suis obligé un jour de voter pour lui. Et comme ça, on a des générations qui multiplient depuis 1860 au Liban. Quand on a eu le Tanzimat, qu'ils ont institutionnalisé la communauté, on le paye un siècle après. Et on ne veut pas de quota à l'irakienne, on voit les résultats. Donc, on sait tout faire pour éviter ça. On négocie avec le régime aujourd'hui un période de transition claire. Lui, il refuse jusqu'à là et il va dire j'appelle de telle ou telle région qui pourrait représenter. Et souvent, c'est des imams de mosquée. Alors, le problème. Maintenant, je termine juste avec ça, on a un retour vers Damas, tous les gens qui étaient écartés par le régime ou d'autres qui n'avaient pas encore le voix, où ils disent tout d'un coup, on fait virage, on était pro-régime malgré nous parce qu'on ne l'aimait pas, et on a un terme qui est né en Syrie en arabe qu'on appelle takwir, ça veut dire on a pris un virage, on a tourné la veste, on est des opportunistes, on a des retours de prêches, d'imams, etc., pour développer telle ou telle chose. Alors on est entre l'extrême à droite de discours djihadiste qui se revendique du djihad salafiste internationaliste et quelque chose de frères musulmans modérés de Damas ou de Syrie de manière générale et qui essayent maintenant de grignoter autour du pouvoir. C'est pas comme ça qu'on construit un État moderne et je pense pas que le Joulani c'est l'homme de la situation. Et c'est d'autant plus problématique que les mentors, entre autres, qui ont aidé Giuliani de prendre le pouvoir, sont des Américains et qui, eux, sont communautaristes. Ils voient déjà chez eux, mais à l'étranger, ils ont toujours fait de cette manière-là. C'est peut-être une simplification, je ne sais pas, de la CIA, mais où c'est leur tropisme, de se découper des petits bouts et voilà, gérer tout cela, en même temps diviser pour mieux régner, c'est un vieil adage qu'ils appliquent à chaque fois. Là, vous avez parlé de ceux qui font des prêches et des salafistes extrémistes. Vous, en tant que Syrien et en tant qu'expert sur ces questions-là, on a quand même essayé beaucoup de rhabiller Al-Jolani. Il a une petite barbe taillée, un costume avec une cravate. Bon, ça change de ses tenues d'avant. Mais l'objectif, quand même, était la prise de pouvoir avec des objectifs djihadistes. Si je ne m'abuse, Hayat Tahrir al-Sham, c'est l'Organisation pour la libération du Levant, C'est ça. pas l'Organisation pour la libération de la Syrie. Et le Levant, c'est une zone vaste qui fait Syrie, Irak, Liban, Jordanie, un bout de Turquie. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que tout son passé, Daesh, à Al-Qaïda, est-ce que ça a été les moyens de monter au pouvoir et il va un peu se séculariser et se concentrer sur la Syrie? Ou est-ce qu'il y a une force djihadiste, toujours déjà en lui, mais dans ses troupes, qui vise au-delà? Alors, on ne peut pas savoir exactement parce que beaucoup d'éléments qui nous disent il a changé. Moi, je pense qu'un homme qui pourrait changer, mais pas, comme je disais tout à l'heure, mais pas le mouvement, pas le courant qui est derrière lui, parce qu'il y a tout un logiciel, tout un jargon, tout un récit, tout un vocabulaire pour justifier leur avancée à Damas et à Homs. Contrairement à leur idéologie, il fallait faire des fatwas pour leur dire comment il faut traiter les minorités, comment vous allez être modéré. Enfin, il y avait ça, il faut le souligner qu'il y avait quand même un travail remarquable quand ils sont arrivés à Alep. Ils ont rassuré tout le monde, notamment les chrétiens. Et dans certaines régions, il n'y a pas eu de vengeance très très rapide, comme c'était leur discours haineux confessionnel dès le début. Et ce qui me fait peur, c'est justement le degré de pragmatisme de Joulani. Je pense, pour moi, c'est un homme qui aime tellement le pouvoir, parce qu'il a écarté des hommes très proches de lui, hein, Abu Qahtan, Maria Abu Qahtan, c'était numéro 2 chez lui, et c'est lui qui l'a écarté, qui l'a liquidé.
Il a fait la guerre contre Daesh, mais contre aussi des éléments comme l'armée libre qui l'ont aidé à arriver. Donc, même pour la littérature de l'opposition du Conseil national de Paris, qui font de la politique, qui s'étaient écartés, qui considèrent jusqu'à 2019 Joulani comme élément de régime, comme un facteur de déstabilisation de l'opposition. Je ne dirais pas comme un agent qui travaille pour lui directement, mais il l'accusait d'être à l'origine de monter sur le vague révolutionnaire, mais il était contre la révolution parce qu'il n'a jamais porté le drapeau ni les valeurs. Il a toujours un drapeau, celle de Tahrir al-Sham ou Jabhat al-Nasra. Je pense que lui, c'est un homme qui a changé plusieurs fois, justement parce qu'il aime le pouvoir. Il le voulait. Donc c'est là où on peut, par ce péché, on peut négocier avec lui. Si vous êtes aussi pragmatique, il faut accorder un peu plus d'ouverture. Mais je ne pense pas, parce que il est fragilisé déjà par son passé. Il est extrêmement fragilisé par tous ces crimes. Une des questions, pourquoi il n'ouvre pas un chantier qui est très demandé par toute la société syrienne, pro-régime ou anti-régime, c'est la justice transitionnelle. Il n'est pas clair là-dessus, parce qu'il sait qu'il va être jugé. Si on fait venir des juges internationaux et on délègue le dossier à la communauté internationale, comme on l'a fait dans certains pays, il se retrouve, on va juger tous les crimes de criminels de guerre, même celles de Bachar al-Assad et ses officiers, et celles de groupes armés. Donc, lui, il en a fait des attentats suicides, des voitures piégées, c'était leur marque de fabrique entre 2013 et 2017. Mais après, une fois qu'il s'est installé à Idlib, on a vu un changement. Alors, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est par pragmatisme? On ne peut pas savoir. Est-ce que les éléments autour de lui sont changés? Alors, ils ont fait un travail, par exemple, pour la question militaire, ils ont une forme d'école militaire qui a produit entre 400 450 officiers sur une idéologie plus modérée, en disant une doctrine. Je pense qu'il est en train de reproduire les institutions des régimes. Avant tout, il faut être loyal. Il faut apporter allégeance à lui, Joulani. Et lui, c'est le garant de cette stabilité ou cet équilibre fragile, comme il a toujours pensé Assad père le faire. Plus ou moins, il a réussi sur un prix très cher, c'est que la société syrienne était sous ce contrôle. Assad, fils, il n'avait pas le talent de son père, il a liquidé l'héritage de son père très très rapidement, il est sorti du Liban humilié, il n'a pas fait des alliances qu'il fallait, il a quand même, comme vous le disiez, tenu en tête à Poutine, alors qu'il voulait le rapprocher avec la Turquie. Il aurait pu sauver son régime il y a un an, même il y a un mois. Il y a eu des propositions sérieuses. Mais tout ça, on le sait qu'Israël, ils ont décidé de liquider de l'axe de l'Iran, l'éloigner le danger, donc ils ont frappé d'abord Hamas et ensuite Je me Hezbollah. souviens, par rapport à ce que vous dites, très très bien de l'interview de Lavrov, qui avait été justement en déplacement, il est allé négocier tout ça, et la question lui avait été posée par la journaliste russe, donc c'est une interview en russe, hein, et on sentait, même lui qui est un rusé diplomate, on voyait dans le mouvement des lèvres un agacement sur les conseils qui ont été donnés à Bachar el-Assad dans ses relations avec la Turquie, qui devraient être plus suivis. On voyait qu'il était agacé. Oui, ça explique pourquoi Avant la fin du on régime. pense après la bataille de Homs, il y a eu des ordres donnés à abandonner, et abandonner le combat et ne plus du tout protéger Bachar el-Assad. Je voulais. L'échec, encore une fois, l'échec de cette expérience de ce parti avec l'héritage qui a quand même les chances de Bachar al-Assad qui est passé, contrairement au reste du printemps arabe, c'est-à-dire les fils de Jamal Moubarak, qui est le fils de Moubarak qui n'est pas passé, ni les enfants de Kadhafi, il a eu de la chance de passer. En 2000, il a eu le temps de rentrer dans l'histoire et faire les réformes nécessaires. Je crois qu'il n'a pas saisi cette chance et l'échec de cette expérience-là conduit, ouvrir le voie à l'islam politique le plus radical à arriver, qui était le rival de Baas depuis toujours. Et là, aujourd'hui, on a une seule couleur politique qui s'installe. Et on n'a pas l'impression que, pour répondre à votre question, est-ce qu'il a changé réellement? Oui, on a des éléments, mais je ne pense pas, parce qu'il y a toujours une seule couleur politique pour le Je moment. voulais soumettre à notre réflexion ce que je crois savoir, c'est-à-dire que dans le discours sur la mosquée des Omeyyades, Al-Jolani aurait fait référence à Ibn Taymiyyah. Alors, pour l'auditeur,
Simplement, il faut savoir qu'il s'agit d'un penseur médiéval, radical, déjà à l'époque qui était considéré comme un extrémiste, et qui prônait notamment la liquidation des minorités, druzes et alaouites, qui existaient déjà en tant qu'hétérodoxie au sein de l'islam. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, mais pourquoi, en fait, s'il s'agit de vraiment changer, faire référence à un penseur médiéval radical? Alors on peut dire c'est pour donner des gages, mais était-il vraiment obligé de faire cela? C'est vraiment la question que je me pose. Alors évidemment, je sais que c'est ce que soulignait Georges Corne. Après tout, les frères musulmans n'ont pas beaucoup de grands intellectuels de l'histoire de l'islam pour les soutenir, sauf peut-être Ibn Taymiyyah. Quelle référence, justement. Comment tu expliques ça, Akram? Pourquoi cette référence à ce personnage controversé de l'histoire islamique? C'est la même vision qu'il a de ce qu'on appelle la gouvernance pour Dieu. En 2013, il va donner un entretien avec, à l'époque, Al Jazeera. On ne le voyait pas, il était caché, on ne connaissait pas son identité à l'époque. Et il va considérer les frères musulmans qui négocient avec le régime et les frères musulmans égyptiens qui ont accepté aller au Parlement, accepter la Constitution, etc. C'est une trahison de Dieu. Il s'inscrit dans la lignée de la pensée de Sayyid Qutb et celle de Maudoudi en disant que la gouvernance, elle est uniquement pour Dieu. Donc la Constitution, c'est l'islam est la solution de tout. On a le charia pour appliquer. Et pendant des années, ils disent ça à ses fidèles. On va appliquer les lois de Dieu, on ne peut pas les changer le jour au lendemain. Mais par les éléments qu'on a aussi, on sait qu'ils ont fait un travail extrêmement important pour peut-être pas changement de doctrine idéologique, mais en tout cas réfléchir au terme d'État. Ça veut dire, on passe d'une milice mobile avec un fonctionnement spécifique, on n'a pas de zone, on s'inscrit dans le djihad international, à un fonctionnement étatique, au cas où le pouvoir, il rêvait de Damas, hein, il le disait depuis toujours, mais en même temps, d'abord, il menaçait les gens qui étaient en contrôle à Alep par le Jaish al-Watani. Alors, le Jaish al-Watani, je m'explique en 2 mots, c'est les anciens fragments islamistes ou l'armée libre qui sont financés par la Turquie et qui sont devenus en forme de mercenaires. Erdogan, il peut les envoyer à faire la guerre en Libye ou ailleurs. Et c'est eux qui vont mener le combat contre les Kurdes et ils ont une idéologie très proche de Erdogan. Et Joulani, il n'arrête pas de leur envoyer des messages de menaces parfois en disant que vous gouvernez, la gouvernance chez vous ne marche pas très bien. Plutôt à Idlib, on a une expérience. Soit vous nous rejoignez, soit on va vous attaquer. Il se prépare d'abord à un combat d'Alep. Est-ce que les Turcs ils allaient le permettre? Parce que ces combattants ils sont soignés dans les hôpitaux turcs. Les services de communication et le renseignement généraux ils sont fournis par les Turcs. Appui économique, etc. Donc, il est assez autonome par rapport des Turcs, mais en même temps, il a compris que c'est limite. Il ne peut pas quand même ne pas collaborer parce qu'il peut être asphyxié si la Turquie elle ferme ses frontières. Par aussi le flot de djihadistes qui venaient de l'Europe. Aujourd'hui, l'élément le plus inquiétant pour moi, c'est le Briad, c'est le combattant, ce qu'ils appellent dans le jargon chez eux, le Ghuraba. Le Ghuraba en arabe, c'est les étrangers. C'est-à-dire les djihadistes français, les djihadistes tchétchènes, les djihadistes tunisiens. Et eux, ils sont encore à Idlib. Ils ont trouvé la principauté qui est comparable à ce que l'État islamique il leur a promis, où le charia s'applique. Donc, Idlib, elle ressemble à ça. Hein. Si vous se promenez à Idlib, ce n'est pas la même ambiance qu'à Damas. Est-ce que lui, il voulait généraliser, intégrer ça, hein, comme il oblige toutes les services étatiques qui existent, la banque centrale, le paiement, etc., passer par les services turcs. Et comme si la Turquie, elle va mettre la main sur le database ou le données de tous les fonctionnaires syriens. Tout ça, c'est inquiétant. Mais revenons sur la question idéologique et le hakimi al-Allah. On a l'équivalent chez les Iraniens, tu connaissais le terme, le wilayat al-faqih, jurisprudence de gouvernance de juristes. Ouais, la gouvernance du juriste théologien. Ouais. Théologien. Je pense que Joulani, et là, il se croit, je pense, je peux me tromper, un rôle comme celle de Khomeini.
et en même temps un homme d'État. Ça veut dire il donne des fatwas, il joue le rôle d'arbitraire, il est au-dessus de mêlée, au-dessus de tout ça. Il y aura probablement vers un système extrêmement présidentiel centralisé, et en disant qu'il y a un gouvernement, c'est ce qu'il fait Idlib, qui est en face de revendications et gérer l'exécutif. Et lui, il se donne un peu un guide. Et pour ça, aujourd'hui, on n'a pas un titre clair pour lui. On l'a appelé, quand il est arrivé, le chef des opérations militaires en cours. Après, on l'a appelé le chef de transition. Maintenant, on l'appelle le guide. On a plusieurs noms. Lui, je pense qu'il a un rôle historique à jouer. C'est son moment. Et il est très pragmatique. Et c'est ça qui fait qu'on a peur jusqu'à où il peut aller, son pragmatisme, pour conserver le pouvoir. En tout cas, on voit dans son parcours quelqu'un qui veut le pouvoir à tout prix. Là, la situation donc, en Syrie est complexe. On ne sait pas trop où ça va. Il y a 2 acteurs, il y a plusieurs acteurs importants. On peut en faire le tour. Je pense, acteurs extérieurs, hein. Je pense, aux Américains, aux Russes, aux Iraniens, aux Israéliens et aux Turcs. Alors, pour commencer avec les Israéliens. Israël occupe le Golan depuis 1967. Censément, doit être restitué à la Syrie depuis 1967, ce qui n'est pas le cas, comme un territoire occupé. Et là, il y a eu une extension, profitant de la situation, une extension, ça se trouve même accord, participation au renversement du régime. En tout cas, le gouvernement de Netanyahou a profité pour étendre sa zone de domination, enfin, du territoire qu'il occupe en Syrie, au point d'être sur une sorte de montagne qui domine Damas. Euh, et poussé à la colonisation, enfin, on envoyait des colons dans le Golan. Est-ce que, euh, est-ce que cela peut amener à des tensions avec le nouveau régime, sachant que, il me semble que Al-Joulani son village de naissance est quelque part en zone israélienne? Oui, oui, tout à fait. Alors, il a multiplié les déclarations parce que l'agressivité d'Israël et Netanyahou qui continue de bombarder, que malgré qu'après qu'il est arrivé au pouvoir, ils ont continué de bombarder par 500 positions par jour, hein, c'était énorme. Tout le reste des installations militaires de l'armée de Bachar al-Assad, malgré qu'il n'y avait plus de combattants ou plus d'officiers pour le mener, leur argument, c'est priver le régime qui vient d'arriver d'un arsenal qui pourrait menacer Israël un jour, pour l'affaiblir durablement. Et malgré ces grignotages, il était obligé, par pression médiatique, pourquoi on ne répond pas à ces agressions? Il a dit, le pays est faible, je cite, et sort de longues guerres, on n'est pas prêt à mener une guerre contre Israël. Est-ce que c'est là, au départ, avec les Russes et les Turcs, en négociation avec les Israéliens, ça l'a permis d'arriver à Damas? Ça, l'histoire nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'Israël a intérêt, depuis toujours, depuis même Bachar al-Assad, de maintenir la Syrie dans une situation d'un État failli, faible, qui a des problèmes structurels, sur des divisions ethniques et confessionnelles, sur des divisions territoriales, fragmentées. Ça garantit sa faiblesse, qu'elle pourrait intervenir pour soutenir tel ou tel groupe. Récemment, ils ont fait une déclaration que si la Turquie menace les Kurdes, ils sont prêts à aller les aider. Alors, ça faisait un choc en disant comment ça se fait qu'Israël va aider les Kurdes. Donc, vous voyez, je pense qu'Israël, ils ont largement éloigné le danger de l'axe de la résistance entre guillemets l'Iran, Hezbollah, Hamas aujourd'hui, ce qui a permis à Joulani d'arriver. Mais aujourd'hui, tout peut changer, ça dépend de l'administration de Trump, comment ils vont réagir, notamment dans les zones de Rojava. Il y a encore 250 soldats américains. Ils ont renforcé, ils étaient autour de 150, ils ont renforcé de l'Irak ou de quelques-uns pour dire un geste, on n'est pas prêt à sortir, on continue de soutenir les Kurdes. Mais si Trump arrive, c'est là où ils ont essayé, les Turcs et les Israéliens, gagner de temps, d'avancer très rapidement vers Damas, en sachant que ça pourrait changer.
Et si la politique de Trump revoit leur copie, elle va caler, à mon avis, sur celle de Netanyahou. Netanyahou qui a décidé, qu'il a dit en déclaration officielle, je ferai comme le père fondateur de Ben Gurion, c'est moi qui va redessiner le carte du Moyen-Orient. En gros, les Syriens, ils appellent ça aujourd'hui dans le langage populaire un nouveau Sykes-Picot. Alors, Sykes-Picot, c'est lui qui a dessiné à la fin de la Première Guerre mondiale toute la frontière du Moyen-Orient. C'est la période de démembrement de l'Empire ottoman, l'homme malade. Et dans la culture politique, même un chauffeur de taxi en Syrie qui dit que c'était le vrai complot. C'est d'où la culture de complot contre la Syrie, qui est extrêmement ancrée en disant que vous voyez, on ne peut rien faire, on déresponsabilise les politiciens et la société, c'est pas notre faute, il y a toujours une puissance étrangère qui est capable d'imposer une force, imposer les frontières ou sa volonté politique. Et pour le coup, aujourd'hui, Joulani, vu par le pro-régime ou par certaines parties de la société, c'est pas un libérateur, c'est quelqu'un qui était imposé par la force internationale. C'est encore une fois un 12e interventionnisme. La culture de l'interventionnisme. C'est pour ça que pour les auditeurs, c'est pour ça que vous avez un peu comme dans certaines zones d'Afrique, des frontières droites et tracées à la règle. Tout à fait. Et c'était en trahison quelque part des promesses faites par Laurence d'Arabie à Faisal d'avoir un grand. Et à l'époque, on a eu des promesses pour aussi un État kurde. C'est le grand nation oubliée ou le grand peuple oublié de cette histoire. Et on a le traité de Sèvres. Ils avaient la promesse d'un foyer indépendant au traité de Sèvres. Tout à fait. Donc, ce qu'on est en train de revoir, je ne pense pas que l'intégrité de la Syrie, au terme de frontières, qu'il serait touchée, mais en tout cas, on pense qu'il y aura une forme de décentralisation poussée. Je ne sais pas si on peut l'appeler une forme de fédéralisme, souhaité par les Kurdes, qui permet de garantir leur autonomie, refusé par le pouvoir central en Syrie en disant on vous accorde une forme de décentralisation très poussée, si vous voulez, même pour le Sud, même pour d'autres régions. Mais tout ça, il n'est pas viable. Il n'est pas viable. La Syrie, il a besoin d'unité. Pour une simple raison, c'est économique. Si vous n'avez pas d'accès à la mer pour le port de l'attaquer de Tartous, je ne vois pas comment vous pouvez exporter le pétrole. Si la Syrie n'a pas le coton, le blé et le pétrole de l'intérieur de Syrie, c'est son stratégie, c'est son arrière stratégique. Tout ça, il faut maintenir l'unité. Justement là-dessus, la question qui fâche, pas qui fâche, pas entre nous, mais est-ce que tout cela n'est pas survenu parce qu'il y avait cet objectif d'un gazoduc allant du Qatar et traversant la Syrie pour alimenter une Europe qui s'est coupée de son gaz naturel russe et que ce monsieur Bachar el-Assad, avec ses alliances russes et iraniennes, embêtait ce projet qu'il avait refusé. D'ailleurs, Bachar al-Assad, aurait-il accepté ce projet? Peut-être serait-il toujours là et peut-être serait-il toujours en train de faire défiler ses troupes sur les Champs-Élysées. Alors, je ne pense pas, parce que c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois et que j'essayais de regarder en disant pourquoi pas, parce que Bachar al-Assad, dans une conférence, un de ses discours, il a cité ça lui-même. Il a dit, vous voyez, ils sont en train de faire payer le prix. Il y avait tous ces enjeux-là. À l'époque, si vous voulez, le Qatar, il était sur une stratégie de grands conteneurs de ports pétroliers énormes. Et c'est un investissement qui était sur des décennies. Donc, je ne pense pas qu'en fait, je parlais de la politique néolibérale qui a affaibli Bachar, mais ça allait pour lui. L'accélérateur, c'était le printemps arabe. L'effondrement de Moubarak très vite, les Syriens, ils ont pensé qu'il y avait quelque chose à l'obliger de se réformer par lui-même. Donc, si on dit que c'était uniquement pour les gaz et le pétrole, les aqueducs, on nie complètement les dynamiques révolutionnaires de 2011. Il y avait autre chose qui s'est passé. Les gens, ils ne pensaient pas à ça, ni Bachar d'ailleurs. Et encore une fois, les Qatar, il y avait un autre projet pour eux, ne pas rester sur comment on appelle ça, le monopole ou le danger qui a une déstabilisation politique et prendre le risque de ce pipeline, de ce câble, ce tuyau. On a l'expérience de celle qui était les années 70, traverser la Syrie,
qui venait de l'Arabie Saoudite vers les raffineries de pétrole de Homs et de Banias, où il y avait aussi des bateaux qui acheminaient le pétrole saoudien. En 1973, si vous vous souvenez, Georges, la crise pétrolière ou le premier choc des prix, c'est survenu parce qu'on a stoppé ce pipeline, et notamment en Syrie. Et ils ne veulent pas revivre un traumatisme pareil. Donc, le Qatar s'est investi largement par livraison de ces gaz, notamment techniques très poussées. Si je regardais les chiffres, leur investissement, c'était sur vraiment de contrats déjà signés avec l'Europe, la France et d'autres pays sur des décennies. C'est justement par une autre façon de transfert. Je ne pense pas que c'était aussi important, crucial, mais cette question, elle est importante parce que la Syrie a perdu des milliards. Et c'est pas aussi une politique idéologique extrêmement rigide et qui nous a coûté cher, couper le pipeline du pétrole irakien. Pendant la guerre, on l'appelle la première guerre de Golfe. Pour nous, la première guerre de Golfe, c'est entre l'Iran et l'Irak qui a duré 8 ans. La Syrie, elle a choisi, celle de Hafez Assad à l'époque, de rester à côté des Iraniens. Donc il y a eu une fermeture de frontières, notamment le pétrole, qui était le chemin le plus court, qui a coûté à la Syrie de perdre des milliards et à l'Irak aussi. Donc, c'était absurde de voir ces deux pays qui se sont déchirés pendant plusieurs décennies, notamment parce qu'il y avait Saddam Hussein et Hafez al-Assad qui revendiquaient la place de Nasser, qui est la place des leadership dans le monde arabe. Et on aurait pu bénéficier, au lieu que ça passe par la Turquie ou par le pays de Golfe ou faire le grand passage. Même pour le produit de transit, si la Syrie elle a accepté le plan de paix qui était négocié avec Rabin, mais Rabin était assassiné, on était à 2 doigts de signer. Hein. C'était les militaires syriens avec les Israéliens, ils sont arrivés à un détail de millimètres près, qui prend quoi, etc. C'est un moment de l'histoire raté. Il y aura de transit à l'époque, promis par la conférence menée à Eilat par probablement à l'époque Israël, les États-Unis, mais derrière ça, il y avait la Jordanie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, proposer à la Syrie d'intégrer un espace économique qui fait qu'il y a de transit qui passe de la Turquie vers le pays de Golfe et l'Afrique, et aussi de groupes de tourisme qui traversent la Syrie vers la Jordanie et le Liban, et vous allez avoir la prospérité, et tout le leadership de tout ça, ça va être Israël. Et il y avait oui, beaucoup de projets, disons qu'on le paye, mais encore une fois, je pense, quand je regarde un peu en détail les chiffres, on n'est pas du tout sur ce scénario-là. C'est une dynamique révolutionnaire au Bachar qui était complètement aveuglé par je vais finir avec la révolution en 3 mois. L'opposition, ils ont cru qu'il allait gagner en 3 mois parce qu'il y a un soutien international. Et on est rentré dans des mécanismes multiples, hein, d'économie de guerre. Par définition, l'économie de guerre, c'est qu'en effondrement d'institutions et en création parallèle de circuits financiers, de transport, de commerce, tout ça lié à des milices fragmentées. Et ça échappe, en fait, pour dire la thèse que je faisais de ça, c'est la guerre est un grammaire. Les théoriciens de la guerre civile, ils vous diront, ce grammaire, elle s'impose aux acteurs et ils sont obligés d'improviser avec. Je ne pense pas que Bachar al-Assad, il avait la même doctrine de 2011 jusqu'à 2019. Il a changé, ça dépend de la région, ça dépend de la dynamique. Et aussi, l'opposition, il était obligé de réagir, parfois faire des alliances ou des alliances faites, redéfaites, redéfaites, etc. Donc, on est vraiment sur des dynamiques, il faut regarder à la loupe où et comment. C'est pour ça, je dirais, les défis sont énormes pour s'en sortir de ça, pour trouver à peu près quelque chose viable, notamment sur le long terme. Et si je me permets, la seule porte de sortie, si vous voulez, que je le vois que la seule qui a été signée aussi et votée par le Conseil de sécurité en 2015, c'est les lois, l'agenda transitionnel qui s'appelle les lois, le décret de 2254. Il permet clairement d'identifier une période de transition sous la protection internationale, définie mois par mois. Le premier 8 mois, on fait réécrire la Constitution. Celle d'après, on prépare à des élections présidentielles et législatives. Tout ça sous le contrôle des Nations Unies. Ça, c'était voté par les Russes,
C'était voté par le régime lui-même et c'était voté aussi par les États-Unis, tous les acteurs. Alors, il faut revenir absolument à ça. Ça protège la société et ça prive aussi le nouveau régime pour le moment, quand on le parle de cet agenda-là, il dit c'était signé avec l'ancien régime, c'est pas moi. Moi, maintenant, il y a une autre dynamique révolutionnaire, j'ai la légitimité, je pense qu'il est en train d'échapper à l'application de ce loi. C'est très important, hein, parce que ça donne vraiment un cadre et tout est là. Il pourrait pas. Pourquoi d'aller improviser, d'écrire une constitution sur un couleur religieux? Je pense que le débat, il va être est-ce que l'islam il fait partie des ressources de charia, de ces nouvelles constitutions? Mais vous voyez maintenant, il accepte le mot constitution. Est-ce que c'est un changement? Mais en même temps, qu'il y aura une confrontation entre lui et les laïcs. Et on aura probablement, comme le scénario de celle de Tunisie, avec le Narda. Mais là où il a eu une chance inouïe, qu'on n'a pas en Égypte et en Tunisie, on n'a plus du tout l'armée, on n'a plus du tout l'ancien régime. Donc il n'y aura pas du tout une contre-révolution qui va arriver, il est vraiment un pouvoir absolu aujourd'hui et c'est ça le danger. Par contre, il y a un autre problème, et j'aimerais qu'on ait votre éclairage là-dessus, c'est la situation avec les Kurdes. Les Kurdes contrôlent une partie substantielle du territoire. Ils ont toujours souhaité au minimum une autonomie, sinon l'indépendance. On en a parlé tout à l'heure. C'est un vieux rêve qui avait été écrit dans le traité, entre autres dans le traité de Sèvres. Mais on a en même temps un Erdogan et un régime turc qui traque, qui a mené des exactions que moi j'ai pu couvrir à l'époque à Sour directement en 2016 contre les Kurdes de Turquie, qui a soutenu Daesh depuis la bataille de Kobané, très clairement, jusqu'à recevoir. On se souvient, ça a été le début de l'intervention russe. C'était le pétrole, différentes ressources qui allaient en Turquie. Et de nombreuses fois, il a déclaré ouvertement, il y a un projet néo-ottoman, Mossoul, c'est turc. Évidemment, le Rojava, et donc tout ce qui va derrière, c'est-à-dire beaucoup de gisements pétroliers. Est-ce qu'on est au bord d'une guerre entre la Turquie et les Kurdes, donc la poursuite de l'invasion de la Syrie par les Turcs? Est-ce qu'il y aurait, ou alors non, mais si oui, est-ce qu'il y a un accord avec Giuliani? Comment vous voyez ça? Parce que c'est là le point sûrement le plus explosif, là, tout de Oui. suite. Et d'ailleurs, ça peut mettre en contact, vous pourrez développer là-dessus aussi, Israël et la Turquie, et avoir une nouvelle tension au Proche-Orient. Oui, oui, merci. C'est vraiment la question essentielle, la question à poser. Et pour répondre à votre question, je pense que les Kurdes, ils sont de très, très mauvaises situations. Ils ont que de mauvaises solutions. Ils vont choisir le moins mauvais, mais quoique maintenant, ce scénario, c'est improbable pour eux d'arriver parce que ils sont obligés de l'admettre. Soit ils vont se remettre à la volonté de Joulani de livrer leurs armes et intégrer l'armée, donc ils perdent complètement leur souveraineté, et je ne pense pas qu'ils sont prêts à le faire. L'élément, je pense que la Turquie, elle pourra faire une guerre par procuration, par l'intermédiaire de l'armée, j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle le Jaish al-Watani, l'armée nationale, entre guillemets. C'est affilié complètement, eux, par contre, à Erdogan. On estime qu'ils sont entre 11 000 et 13 000, hein, c'est quand même assez important. Et ils sont prêts à suivre. J'ai entendu leur déclaration, ils se préparent à la guerre. Donc vraiment, les Kurdes, ils sont extrêmement menacés dans leur expérience aujourd'hui. Il y a eu une rencontre. Les Kurdes, pour les auditeurs, c'est combien de YPG? Ils sont combien de combattants? Alors, c'est dans le même ordre, hein, dans les 15 000. C'est assez important, c'est entre 11 000 et 15 000, et soutenu par. Par contre, il y a eu déjà, je ne sais pas, il y a eu des contacts avec Mazloum Hadi, c'est lui qui est le responsable du PKK syrien aujourd'hui, qui mène le combat, c'est le chef de ce parti aujourd'hui. Mazloum Hadi, il a eu un contact avec Joulani. Et il ne voulait pas dire de plus. Moi, j'essayais de savoir, d'écouter ses déclarations, de voir. Il a dit oui, c'était constructif, on a discuté, mais il ne dit pas sur quoi, sur quelle base qu'ils vont y aller.
Pour le moment, ils discutent. Ça veut dire ce qu'on dit, en leur disant que vous mettez-nous à notre place. Si on livre, ben, on n'a pas les garanties. Ils prennent leur temps, ils voient comment les choses vont avancer, notamment ce qu'on disait sur Trump aujourd'hui. Mais les Kurdes, vraiment, ils sont dans une mauvaise situation parce que vu par aussi le reste de la gauche, aussi qui ne voit pas du tout le côté stalinien, parce que s'il y a la guerre, ils sont quand même menés un combat contre Daesh. Il faut en reconnaissance de leur sacrifice énorme. Hein. Ils ont eu des milliers de combattants morts. Ils ont stoppé la progression, même avec la coalition, mais en tout cas, ils étaient là. En disant, ces deux scénarios, c'est une promesse de leur spécificité culturelle. On enlève le mot République arabe syrienne. On peut appeler la Syrie aujourd'hui la République syrienne. Pour dire, on peut intégrer des ethnies qui ne parlent pas arabe, notamment un geste vers les Kurdes. Mais est-ce qu'ils veulent juste reconnaissance de leur langue? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est enseigné dans le Rojava. Il y a des éléments de tribus arabes autour qui sont commencés à voir dans l'arrivée de Joulani en forme d'émancipation, libération, de retournement de situation, faire alliance avec le Joulani contre les Kurdes. Ça fait que les Kurdes ils peuvent être crispés et en répondant à ça par de la violence, ça peut déclencher aussi une guerre civile interne. Notamment, les tribus ils sont armés. Pas autant que les Kurdes, mais en tout cas, ça pourrait aussi être un danger d'affilier, d'acheter leur loyauté. Et on sait que le tribu, ils ont une forme de pragmatisme connu de politique qu'on appelle, dans le jargon de Henri Laurence, tribal. Et vous ne pensez pas qu'il y a un risque direct de guerre de la Turquie? L'armée turque pénétrant au Rojava? Je ne pense pas, parce qu'ils sont capables de le faire aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà une zone de tampon. Et c'est ce qui a souhaité Erdogan depuis 2011, une large zone de tampon de 30 mètres carrés, de 30 km à profondeur de la Syrie, sur tout le long de frontières de 800 km, une zone de tampon qui stoppe l'immigration et l'exode des Syriens. Maintenant, il a envie il y a de retour des Syriens de Turquie, parce que ça commence à poser des problèmes chez lui. La zone de tampon aujourd'hui, c'est Idlib. Il a eu peur pour ça, il a abattu une fois, hein, rappelons-nous, en 2015, il a abattu un avion russe pour leur dire, mais si vous continuez à bombarder Idlib, j'ai encore 2 ou 3 millions. Donc, c'est existentiel pour lui. Hein. C'est existentiel à la fois pour la question de danger des Kurdes, comme un exemple, un modèle, mais aussi pour le nombre de Syriens qui peuvent franchir les frontières. Cette zone de tampon voulue par lui, il l'a aujourd'hui, mais je pense, comme vous venez de le dire, sur les origines de politique ottoman, de l'Empire ottoman, même si ce n'est pas à ce point-là, mais on a dans le souvenir des Syriens de quelle manière le Sanjak d'Alexandrette, qui était coupé, repris par les Turcs, de facto, il faut nous dire, Idlib, ça fait pratiquement 11-13 ans qu'il y a un prolongement turc de la langue, l'argent, la présence d'Erdogan par ses institutions et par l'infiltration aussi des services. Hein. Ils peuvent imaginer un référendum sur le Nord et de choisir par la manipulation internationale qu'on connaît, hein, même avec le contrôle à l'époque en 1939 par les Nations Unies, on peut imaginer un référendum qui fait que ces zones-là, ils vont devenir turcs. Alors, je pousse un peu le scénario à l'extrême, hein, mais il a des revendications sur Alep parce qu'ils disent qu'il est ottoman. Tout ça, c'est pas rassurant. Mais pour le moment, encore une fois, qu'il y ait un accord international qui soit encore russe, américain, même régional, on préserve les frontières syriennes, celle de Sykes-Picot, c'est plutôt le traité de Lausanne, hein, parce que Sykes-Picot a été changé, modifié après. Et on est vers probablement, c'est le danger d'une nouvelle guerre civile ou un nouveau scénario à la libyenne. On a de plusieurs Haftar, de zones du sud, de celles du Kurde. Et tout dépendra de la façon, il faut observer jour par jour en fait. On est juste là à faire un peu de fiction, mais vous avez raison, c'est la question kurde qui est cruciale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, de toute façon, vous répondez de la manière, je pense, la plus pondérée, la plus intéressante. Vous n'avez pas de boule de cristal et puis les tensions sont multiples et énormément de choses peuvent jouer.
si sur la scène internationale, par exemple, la Russie avance encore en Ukraine et conquiert des territoires, si Trump, par je ne sais quel procédé, réussit à intégrer le Groenland, oh, Erdogan pourrait se dire que la saison est à la conquête territoriale et pourquoi diable, moi, je ne pourrais pas faire ce que font les autres. Ce serait pas... Même ça est possible, donc on ne sait pas. Merci Bah, pour la... si pour je me la... permets, Oui, on oui. voit comment, par opportunisme politique, le flair aussi, on peut l'admettre, d'Erdogan, comment il a aussi saisi de l'opportunité en Libye. Et aujourd'hui, il est face à lui, Poutine, qui, par certains dossiers, ils sont d'accord, mais d'autres, en Géorgie, avec enfin, plutôt en Arménie, mais surtout en Ukraine. Et ils se retrouvent aujourd'hui face à lui en Syrie, mais aussi les Iraniens, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Je voulais vous en parler. Alors, c'est intéressant que vous abordiez par ce biais-là, parce que euh, quand le régime de Bachar al-Assad est tombé, ici, dans les médias occidentaux, c'était oh, la joie, parce que c'est une défaite des Russes. Pour le moment, ils n'ont pas l'air de quitter leur base, donc on aimerait avoir votre avis. Et puis, on se souviendra du mauvais tour de la résolution 1973 des Nations Unies en 2011 par rapport au régime syrien, qui avait été détourné pour renverser complètement le régime. Résultat des courses, comme vous le dites, 14 ans plus tard, il y a deux pays qui sont extérieurs, qui contrôlent la Libye après avoir provoqué un chaos colossal dans tout le Sahel, c'est la Turquie et la Russie. Donc, défaite, pas défaite. Alors, que vont faire les anciens soutiens qu'est-ce qui va se passer avec les anciens soutiens du régime de Bachar, à savoir eh bien, les Russes et leurs bases militaires et les Iraniens? Oui, je disais que les Russes, ils ont encore maintenu leur base militaire pour le port de Tartous et des avions, celle d'Ahmeyim, mais depuis un moment, ils réduisent largement leur présence. Ils ont besoin de leurs forces en Ukraine. Mais le deuxième danger, c'est qu'ils vont aller vers Benghazi. Ils sont en train de se renforcer là-bas. Et ça leur ouvre la porte vers aussi l'Afrique. Et ils peuvent aussi toujours maintenir la pression sur le Joulani parce que je ne pense pas qu'ils vont abandonner leur rêve d'accès à la mer chaude. C'était depuis toujours considéré la Russie comme force terrestre. C'est Alexandre Dugin, hein, leur penseur, qui disait qu'ils devraient accéder, d'où l'invasion en 2014 de l'Ukraine et le Crimée, et accéder à la mer chaude, notamment en Méditerranée. Et je ne pense pas qu'ils vont abandonner leur position aussi facilement et aussi simple. Ça, c'est concernant les Russes. Les Iraniens, ils ont encore la dette. Ils demandent maintenant le remboursement de 30 milliards de crédits qui étaient accordés à Bachar al-Assad et qui tentent maintenant à revenir en discutant avec avec le Joulani. Sur quelle base, on ne sait pas encore très bien. Ils sont dans une phase d'affaiblissement, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot parce que je pense qu'il faut attendre cette vague le temps, ou même se renforce dans leur avancée sur les armes de destruction, qu'ils soient plus du tout inattaquables. Ce régime, on sait qu'il ne va pas abandonner si facilement, mais je n'ai pas des éléments plus que ça. J'ai deux questions conclusives en ce qui me concerne. La première est relative à l'archéologie. Et profitons de cette émission quand même sur la Syrie pour que le grand public découvre un jour les trésors de ce pays qui est un trésor de l'histoire de la civilisation universelle. Malheureusement, on le sait, Daesh a commis beaucoup de destruction. D'ailleurs, j'invite le public à aller sur Instagram. Il y a des images du journal The National qui fait des reportages sur le travail en fait, des Syriens qui ont essayé de sauver leur patrimoine. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'on commence à avoir une idée un peu de l'ampleur des dégâts? Est-ce que vraiment c'est aussi grave que ce qu'on imaginait? Et la deuxième, c'est l'avenir des relations avec le Liban. On sait que le Liban et la Syrie ont eu des relations très, très compliquées entre la dynastie des Assad, bien sûr, et la République libanaise, mais est-ce que l'avenir est aussi simple que ce qu'on croit en Occident à ce sujet? Voilà.
Merci Jérôme. Je commence par la deuxième question sur le Liban. Déjà, il y a un changement réel, c'est évident. D'abord, Hezbollah est affaibli et le retour des Américains et des Français pour renforcer l'armée d'entraînement, de matériel militaire, pour reprendre sa place et construire un État enfin. Et là, il y a une confrontation réelle entre l'armée et Hezbollah, ou ce qui reste de Hezbollah. Mais ça reste une question libano-libanaise parce que le nouveau régime de Joulani a fait une déclaration claire à la visite de l'ancien premier ministre libanais. Il a dit, nous, de Syrie, on veut juste des relations amicales avec un peuple voisin à côté. En gros, on n'interviendra plus jamais comme avant dans les affaires internes. Il l'a dit clairement. Et il a félicité même le nouveau arrivé. Je pense qu'il n'a plus le moyen, notamment il n'y a plus de mukhabarat, le terme du service de sécurité, il n'y a plus de présence syrienne, il n'y a plus du tout. Le bras droit aussi, celle de Hezbollah. Donc je pense que pour le Liban, c'était un soulagement. J'ai vu des scènes de liesse et de libération, de fêtes, des Libanais qui fêtent la libération de Syrie comme si c'était leur libération. Et je le comprends. Ils sentaient oppressés, ils sentaient sur occupation qui a duré 30, 40 ans, comme tu le connais très bien, ce pays. Sur l'archéologie, on n'a pas encore fait l'inventaire. C'est désastreux, hein. Déjà rien que le site de Palmyre qui a été pratiquement détruit par l'époque Daesh. Dans le trafic de patrimoine pour financer la guerre ou financer l'économie de guerre, ce trafic, il en fait partie des financements, malheureusement. On a des captagones, on a aussi le trafic des armes, de drogue, mais surtout de marché de l'art ou de l'archéologie. On a vendu notre passé, notre présence est compliquée et notre avenir aussi, parce que sur ça, il faut se baser. Un autre sujet qui est très peu abordé, non seulement sur l'archéologie, mais la facture écologique. Comme ce n'est pas le moment d'en parler, mais je pense qu'elle touche les gens. Déjà en 2011, on commence à voir des facteurs de sécheresse qui ont poussé les gens. On parle de premier exode climatique. On parle d'1,5 million de Syriens qui se sont déplacés entre 2007 et 2010. Là, aujourd'hui, le sol est complètement abîmé par le bombardement et par les mines, et aussi la façon d'extraire le pétrole à main nue, de manière artisanale avec des enfants. L'agriculture, elle a pris un coup parce que l'eau, il manque crucialement depuis longtemps. On est dans une limite danger, et tout ça à prendre en compte. C'est un défi encore majeur pour le nouveau régime qui vient d'arriver. Mais je n'ai pas d'éléments exacts, tangibles sur quel est l'impact sur l'archéologie. Ça peut être intéressant si ce régime s'intéresse au tourisme culturel. La Syrie, qui possède vraiment, on était sur 2-3 millions de visiteurs. On n'a pas de tourisme de masse, hein. Ce n'est pas comme la Tunisie ou la Jordanie, mais c'est plutôt culturel. Et je ne pense pas que ce régime est sensible à ces arguments-là, pour une simple raison. Quand ils sont arrivés au pouvoir, il y a l'histoire de Zanoubi, une ancienne reine de Palmyre et de l'Antiquité. La première chose d'urgence dans leur histoire, de changement de méthode d'apprentissage à l'école, est effacer cette période-là, notamment celle de Payan, de Zanoubi, etc. La deuxième qui était choquante, c'est toucher directement à la science. Et ils veulent aussi remettre en cause dans nos apprentissages le darwinisme ou de certaines théories scientifiques. Enfin, l'urgence de pays, il n'est plus là. Il était sur plutôt de l'économie, de stabilisation, de sécurité, et ils sont tout de suite allés sur ce genre de chantier. Alors, il y a eu de la résistance, il y a eu des manifestations, il y a des reculs. Est-ce qu'il est en train de tester la résistance de la société syrienne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il ait très conscient de ce danger et que, vous avez raison, c'est un trésor pour l'humanité. Idlib elle-même, c'est une cité millénaire. C'est là où il y a les cités fantômes qu'on appelle, été classées par le patrimoine de l'humanité, par l'UNICEF. Il y a des centaines de sites autour d'Idlib. D'ailleurs, ils sont habités aujourd'hui par de déplacés internes. Si on... Au début, vous aviez parlé de ce mouvement du nationalisme arabe, euh, le panarabisme, le
socialisant, laïque, qui a été très très largement combattu, déstabilisé, entre autres par de multiples interventions des États-Unis, de l'Iran jusqu'au Maghreb. Est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement disparu ou qui peut refleurir? Comment vous voyez l'évolution de ce nationalisme panarabe qui à un moment était incarné par le Parti basque, comme vous en avez parlé? Oui, je pense que elle n'a pas d'avenir. Ils n'ont pas fait le nécessaire retravail sur leur façon de gérer, leur idéologie, leur histoire, leur parcours. Le régime a été censé le faire après la guerre de 2003 en Irak. Il y a eu une tentative de changement de nom des partis. En 2005, il a appelé une grande conférence Oui. Li. Oui, excusez-moi. Oui, il y avait en 2005 une réunion assez importante pour remoderniser son idéologie, leur façon de voir. Et j'ai appris que ces réformes étaient écrites en partie par l'opposition, parce que l'opposition à ce moment nationaliste patriote, il a vu le danger que la Syrie soit écartée au Liban, menace réelle par Bush et son administration. Condoleezza Rice, elle parle de fait dominant ou le Grand Moyen-Orient, elle parle de déstabilisation créative. On va dire, on va déstabiliser ce régime dictatorial, il va naître la démocratie à la place. Le régime était extrêmement crispé et il y a eu vraiment une période où il pensait changer le nom de parti. Mais au terme d'idéologie, il est mort bien avant avec l'arrivée de Hafez al-Assad. C'était devenu un parti de clientélisme. L'idéologie est écartée. Avant, pour intégrer le parti, il fallait connaître son histoire. Il fallait 2 personnes à l'intérieur du parti que présente un troisième, que pour être accepté, réduire autour d'un noyau dur. Assad, il est venu pour faire des institutions larges, multiplier le nombre. Et à l'époque, le débat entre lui et Salah Jdid lui disait, mais il n'y aura que des gens qui vont profiter parce qu'on est au pouvoir. Il dit, alors, ils seront fidèles à nous. Et je pense que l'idée elle-même d'unité arabe autour de la cause palestinienne, il a une base populaire, mais au terme de traduction politique, c'est un échec total et il est complètement mort. Il me fait penser à l'expérience de communisme ou de marxisme. Je m'explique pour que ça soit bien clair. Les outils de compréhension marxiste, ils sont nécessaires, de lutte des classes ou autres. Par contre, au terme de traduction politique, au terme d'expérience, c'est un échec. Le BAS, il a nié une réalité historique de ce pays, qui est multiethnique, mais c'était à l'époque en forme de nationalisme qui est né partout. Bertrand Badi l'appelle des États-nations emportés vers le Moyen-Orient. On a plaqué ces notions-là. Et donc, il fallait construire des nations autour de modèles, à l'époque, qui a gagné, c'est le modèle allemand, c'est-à-dire la langue, l'histoire, la géographie. C'est pas du tout le vivre ensemble, c'est autour de valeurs, et celle d'Ernest Renan, je veux dire. Et tout ça, il n'y a pas eu une revisite de ces intellectuels, parce qu'en fait, Hafez al-Assad et Bachar al-Assad, ils ont écarté complètement les têtes penseurs à l'intérieur du parti et celle de la société. Je disais, les années 80, il y a eu une guerre civile contre les frères musulmans, et Assad, il en a profité pour liquider complètement la gauche et toute résistance, notamment des intellectuels. Il a privé le pays de partis politiques qui peuvent faire la transition, qui peuvent faire le débat, qui peuvent faire aussi le nécessaire pour éviter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Comme je disais, ils sont en train d'essayer de revenir vers ces idées-là. Les anciens, ils parlent de Grande Syrie, c'est une idéologie qui a toujours existé, par un parti politique, son chef, il s'appelle Antoine Saadé, les années 50-60, qui croit à la Syrie naturelle, c'est l'ancien Bilad Sham, c'est-à-dire l'Irak, Syrie, Jordanie, Liban, comme un ensemble culturel. Je pense avec l'arrivée du Joulani, on est sur autre chose. Il s'inscrit lui dans le Oumma, il voit clairement qu'il a le monopole de présenter la majorité sunnite. Il a une vision complètement faussée que les sunnites ils sont divisés, qu'ils n'ont pas voté pour lui pour le présenter.
il y a des régionalismes, Damas et Alep, ce n'est pas la même chose. Et il y a aussi cette idée que par les majorités qui sont musulmans sunnites, il suffit un pouvoir, lui, il a le monopole de le présenter. C'est une vision qui porte en danger, hein, c'est écarter d'autres éléments et qu'il retombe dans la même erreur que le Baas il l'a fait, c'est écarter idéologiquement les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Pour vous dire, quand il a nié complètement la nécessité de créer une citoyenneté basée sur le droit et l'égalité, le régime, il a creusé son tombe, il a fini par tuer lui-même. Il a tué l'économie, il a tué aussi la dynamique de la société. C'est quoi la dynamique d'une société? C'est les partis politiques, c'est les syndicats, c'est les journalistes, c'est les contre-pouvoirs. Il veut régner sans partage, et que d'ailleurs, il aura pu faire un peu un scénario à ce qu'on appelle le système de développement autoritaire aujourd'hui, celle portée par Erdogan, par exemple. Ils font semblant de faire des élections, mais ils peuvent manipuler par un soft power et rester. Tu vois que Bachar al-Assad, il était extrêmement rigide, il voulait sans partage. D'ailleurs, ça l'a coûté très cher, comme vous le disiez, il n'a même pas écouté celui qui l'a sauvé, c'est Poutine. Donc, pour répondre, je pense que le bas, c'est complètement terminé, le panarabisme, en Syrie en tout cas, comme parti, comme idéologie. Il aura du mal à se réformer, de s'imposer. Il n'a plus de relais. Hein. Il avait des bureaux, il avait des ministres, il avait surtout ce que j'appelle la rente, la redistribution de se rendre par des privilèges de postes ou de salaires, etc. Maintenant, il a complètement perdu. Il n'y aura pas d'intégration de l'ancien régime parce que maintenant, il n'existe plus. C'est inédit. Mais pour le reste, il est affaibli partout. La Syrie, c'était le dernier bastion de le panarabisme parce qu'on avait une frontière avec l'Israël. En Tunisie, ça réussit parce qu'il est loin. C'est une société qui est très proche de l'Occident. Ben Ali est tombé très rapidement. Moubarak, il a des frontières avec l'Égypte, mais l'État profond en Égypte, il est beaucoup plus ancien et institutionnalisé. Il respecte les constitutions. Il est de l'époque de Mohamed Ali Pacha, au XIXe siècle. Hein. C'est un État où les gens ils se réfèrent. La Syrie, c'est fragile. Comme je le disais tout à l'heure, c'est après l'indépendance, on a eu du mal, il y a plusieurs courants, il y a l'islam politique, il y a eu aussi le communiste, il y a eu la gauche, et il y a eu parmi eux le Baas qui a réussi son pari par l'armée, parce que c'est par là où le coup d'État est arrivé. Je pense qu'on est en train de refaire une dynamique, je ne vois pas du tout sur quoi la Syrie est en train d'y aller. En tout cas, il y a un air je ne dirais pas de l'ère de liberté qui est emporté par le Joulani, parce que c'est pas, je ne pense pas que lui qui était un homme de liberté, mais en tout cas, les Syriens, pour le moment, il n'y a pas de sanctions sur leur... Il y a un petit espoir. Il y a un petit espoir, c'est ça Malgré qui tout. permet. Les gens, quand j'appelle à l'extérieur, ils me disent que les gens sur Facebook ou les gens de l'extérieur comme nous, on ne voit pas la réalité de la même manière. Eux, ils sont contents qu'il n'y a plus Bachar al-Assad et qu'ils ont envie de donner à ce nouveau régime un peu plus de temps et de chance. Et nous, au contraire, on leur dit c'est exactement le moment où il faut négocier avec lui de part de liberté, parce que c'est ce qui est en train de construire aujourd'hui. On a les bases de décennies qui vont arriver. Voilà la Syrie de demain. Et encore une fois, hein, la résolution de 2254, il est nécessaire et lui, il n'a pas envie d'entendre parler, qui cadre la transition aujourd'hui en Syrie, qui peut nous donner un espoir. Et je ne comprends pas la puissance internationale qu'on revient vers lui, hein, l'Europe, qu'on ne parle pas, qu'on lui dit, bon, maintenant, il faut l'appliquer. Oh bien, Akram Kashi, merci beaucoup pour toutes ces explications. On a fait une assez longue émission, mais c'est nécessaire pour bien comprendre tout ce qui se passe. Il y a énormément d'informations que vous nous avez données. Donc là, l'avenir de la Syrie est un grand point d'interrogation, si on peut résumer. Il y a un espoir, comme vous l'avez dit, beaucoup de dangers, beaucoup de menaces, beaucoup de risques. C'est à suivre. Oui. Eh bien, on vous réinvitera avec plaisir dans quelques temps pour voir l'évolution de la Syrie et vous pourrez nous en dire plus sur les questions que vous avez vous-même. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était avec grand plaisir. Je reviendrai pour faire le point. J'espère que les choses vont améliorer dans le bon sens pour les Syriens qui méritent. C'est un pays qui mérite vraiment, la société, les Syriens qui méritent un avenir meilleur,
à l'auteur aussi de leur sacrifice. Hein. Ça fait quand même 14 ans qu'ils ont donné beaucoup, et que là, le scénario, il est complètement improbable et compliqué, complique les choses. Comme il disait, notre grand cinéaste, grand intellectuel de théâtre syrien connu dans le monde, Saadallah Ounous, on est condamné à avoir l'espoir. Eh bien, on va terminer sur cette note optimiste, condamné à avoir l'espoir. Merci encore Merci à vous. et à très bientôt. Alors, si vous avez bien aimé cette vidéo, eh n'oubliez pas de vous abonner à Fréquence Populaire si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Telegram, Instagram, et de commenter, parce que vos commentaires nous intéressent. On pourra suivre aussi les sujets qui vous intéressent dans ce que nous avons abordé, et bien sûr partager cette vidéo. Je crois que ça en vaut le coup. À très bientôt. Merci, à bientôt.